Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour cette petite série d'été sur la philosophie marxiste. Donc aujourd'hui, on va parler de fascisation pour ce quatrième épisode. À toi, Georges. Entendu, merci Yannick. Donc, d'abord, qu'entendre par fascisation? C'est un terme qu'au niveau du PRCF, nous utilisons depuis des années, et souvent il est fort mal compris. Et beaucoup de gens confondent tout simplement fascisation et fascisme. Ils n'entendent pas qu'en français, le suffixe sion désigne un processus, une action, comme quand on dit une opération, par exemple. La fascisation, c'est pas le fascisme achevé, terminé, c'est le mouvement qui conduit de la démocratie bourgeoise dans laquelle nous sommes vers le fascisme. Et le terme n'est pas issu d'élucubration des dirigeants du PRCF, il vient de Dimitrov, il vient du 7e congrès de l'Internationale communiste qui a beaucoup réfléchi à cette question donc, du mouvement qui conduit de la démocratie bourgeoise en pleine dégénérescence vers le fascisme. C'est un congrès qui avait eu lieu dans les années qui ont vu malheureusement la victoire de Mussolini puis de Hitler dans les pays européens. Alors, donc la première des choses, c'est que la fascisation est un processus. Et c'est un processus qui est indissociable de la dégénérescence de la démocratie bourgeoise. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la démocratie bourgeoise, elle s'est mise en place, alors autour de la Révolution française, ou de la Révolution américaine, etc., à des périodes progressistes de l'histoire. Même si la démocratie bourgeoise était une démocratie bourgeoise, comme son nom l'indique, donc au profit du capitalisme et de la classe dominante, n'empêche qu'elle tirait derrière elle les classes populaires. Et que, par exemple, eh bien, la Révolution française, c'est l'émergence aussi des sans-culottes, c'est l'émergence des paysans, c'est la fin des droits féodaux. C'est pour des millions de paysans français bien, la propriété du sol sans avoir besoin d'en référer aux seigneurs, etc. Et par conséquent, un développement considérable des forces productives qui va s'en suivre. Tandis que la dégénérescence de la démocratie bourgeoise accompagne l'impérialisme. La phase impérialiste du capitalisme est une phase, effectivement, dans laquelle émerge, avec le capital financier, une aristocratie financière, et où la bourgeoisie de révolutionnaire qu'elle était devient la nouvelle oligarchie, la nouvelle aristocratie, par conséquent une classe réactionnaire, une classe qui par tous les moyens essaye de réduire les moyens d'expression de la classe ouvrière et même d'une grande partie des couches moyennes. Alors ça, il faut l'avoir en tête et donc se souvenir que Lénine, comme on l'a dit dans une précédente vidéo, définit l'impérialisme, la phase impérialiste du capitalisme, comme la réaction sur toute la ligne. La fascisation, c'est la réaction sur toute la ligne rapportée à la politique intérieure, comme la réaction sur toute la ligne à l'échelle des politiques extérieures, c'est la marche aux guerres impérialistes. Les deux choses marchent ensemble. Fascisation, marche aux guerres impérialistes, ce sont les deux faces de la même médaille. Alors, il faut aussi avoir en tête que la fascisation à l'heure actuelle a pour arrière-plan la contre-révolution, et notamment la contre-révolution en Europe. Avant la chute du camp socialiste, donc en gros, l'annexion de la RDA par la RFA et donc la contre-révolution en URSS, eh bien, il y avait effectivement un rempart socialiste à la toute-puissance du capitalisme mondial. Là, le capitalisme mondial, et notamment le capitalisme européen, redevient le maître absolu du continent. Et du même coup, effectivement, on voit quoi? Eh bien, on voit que l'ancienne Europe socialiste, qui régnait quand même les pays baltes jusqu'à la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la RDA, etc., est remplacée par l'Union européenne. On ne voit jamais, on ne dit jamais que l'Union européenne, ce n'est jamais que, en quelque sorte, une sainte alliance réactionnaire, antisocialiste, qui remplace l'ancien socialisme existant. Et donc, il y a tout cet arrière-plan, et on ne voit jamais que c'est l'Union européenne et sa construction qui portent la fascisation. Souvent, les gens qui analysent la fascisation ne la voient qu'en France, comme si c'était un processus exclusivement lié au Rassemblement national, et à Marine Le Pen et à tout ça, et à Zemmour et compagnie, et Meloni en Italie, et les Waffen-SS qui défilent dans les rues des pays baltes, et les bataillons Azov, Haïdar et compagnie en Ukraine, que soutient l'OTAN. Ça ne vous frappe pas, messieurs, dames? Dirais-je, y compris aux gens de la gauche bobo qui ne veulent pas voir que leur belle Europe, qu'ils présentent comme un rempart
à la fascisation est en réalité un tremplin pour la fascisation. Donc, je crois que c'est important de voir tout cela. Alors, simplement ici, quels sont les symptômes de cette fascisation ? Là, je me tourne vers les gens qui ne veulent pas la voir et qui, effectivement, seraient incapables apparemment de discerner un éléphant dans un couloir. Hein. La première des choses, c'est l'atteinte aux libertés populaires, l'atteinte aux libertés syndicales, l'atteinte à la liberté d'expression sous toutes ses formes, y compris sur Internet, par exemple. Bon, est-il vraiment nécessaire que je fasse ici le compte de toutes ces atteintes? Elles sont tellement nombreuses et quotidiennes, et que, bon, après ce qui vient de se passer en banlieue, on a encore toute une série de dispositifs qui sont en train d'être mis en place par Darmanin et compagnie pour contrôler encore plus le peuple. La deuxième chose, plus flagrante encore, plus massive, c'est le viol systématique de la volonté populaire. Le peuple veut quelque chose? Eh bien, on s'en fiche, on passe outre, et il prendra ce qu'on a décidé pour lui. Le plus bel exemple, ça a été le viol du référendum français de 2005, qui a voté non à la Constitution européenne, et maintenant on a le traité de Lisbonne qui en est la copie conforme, et on a même le drapeau européen qui n'était pas dans le traité de Lisbonne. Donc, je résume les choses, c'est vous en boufferez. Hein. Quoi que vous vouliez, vous en boufferez quand même, quoi, en quelque sorte. Ça s'appelle un viol. Hein, et il y a ici, c'est pour ça que j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Marianne ne consent pas. Parce que Marianne, c'est-à-dire la République française, fait l'objet d'un viol permanent, en quelque sorte, par la classe dominante. Et c'est pas seulement le cas en France, hein, c'est le cas dans nombre de pays voisins. C'est ensuite, effectivement, plus classiquement, la réhabilitation du fascisme, la réhabilitation du nazisme, la remise en selle de l'extrême droite. On le voit dans toute l'Europe. C'est quand même extraordinaire que là encore on nous présente l'Union européenne comme un rempart à la fascisation, alors que pratiquement dans tous les pays européens, on voit pousser les extrêmes droites et que ça ne gêne absolument pas la Commission européenne, Ursula von der Leyen et les autres, que d'avoir dans leur belle Europe des gens comme Orban, comme Giorgia Meloni en Italie, et j'en passe, et encore plus évidemment, de soutenir le pouvoir de Kiev, Zelensky et compagnie, qui est appuyé directement sur des gens qui sont tatoués de la tête aux pieds avec des croix gammées. Hein. Voilà. Alors, c'est aussi la mise en place d'empires supranationaux dans lesquels, effectivement, la souveraineté populaire, la souveraineté nationale n'a plus aucune place, puisque, bon, voilà, quand on aura un État européen, eh bien, ça se votera à la majorité, il n'y aura plus de droit de veto, et quoi que veuille le peuple français, s'il est décidé par l'État fédéral européen que la retraite est 70 ans, eh bien, c'est ça qui sera imposé. C'est ensuite la mise en place d'idéologies obscurantistes de toutes sortes. C'est, bon, la remontée du racisme. Moi, je suis un fils de mai 68. Bon, on pensait quand même en mai 68 que des choses comme le racisme étaient derrière nous. On pensait que c'était acquis définitivement, que les gens, quelle que soit la couleur de leur peau, sont égaux, et que d'ailleurs des gens civilisés n'y font même plus attention. On pensait que c'était évident que, bon, voilà, l'homme et la femme sont égaux et qu'il n'y a plus rien à dire sur un sujet pareil, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit qu'au contraire, effectivement, eh bien, les plus vieilles idéologies, les plus rétrogrades, refont surface quelque part. Et que, bon, en plus, tout ça sur fond, je dirais, d'une espèce de pessimisme généralisé, ce qu'on appelle l'effondrisme. Hein, l'effondrisme, c'est-à-dire on va tous crever, voilà, on est voué à l'écroulement écologique, à l'écroulement économique, à l'écroulement culturel, et ainsi de suite. Et vous voulez que, ensuite, avec ça, la jeunesse parte avec confiance vers l'avenir. Et enfin, c'est l'anticommunisme à tous les repas. Car pour solidifier tout cela, le ciment de tout cela, c'est l'anticommunisme, c'est l'antisoviétisme, c'est le négationnisme historique. On est en train de nous expliquer que, pour finir, eh bien, le communisme est l'égal du nazisme, et que, bon, voilà, Hitler égale donc Staline, que, finalement, à Stalingrad, les deux côtés étaient à l'équilibre. Et donc, on est en train de nous dire, alors, après la guerre de 39-45, j'ai toujours coutume de dire que le fascisme était très bas, le communisme était très haut, parce que les gens savaient tous à l'époque que c'était quand même l'Union soviétique qui avait, pour l'essentiel, battu les divisions nazies. Hein. C'est quand même pas les Américains qui ont pris Berlin, que je sache. Hein. Donc, en gros, on mettait le communisme ici, et le fascisme, là, on nous dit communisme égale nazisme. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est comme dans une écluse, on fait ça. On abaisse le communisme, et
mathématiquement, mécaniquement, on remonte le nazisme, on remonte le fascisme, on remonte le racisme, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je dis effectivement qu'ici, tous ceux qui veulent combattre réellement la fascisation, mais qui encouragent l'anticommunisme, sont des faux jetons, ou des inconscients, ou des suicidaires. Qu'ils y réfléchissent bien. Parce que on n'est pas obligé d'être communiste pour être antifasciste, mais si on veut être antifasciste, il ne faut pas être anticommuniste. Il ne faut pas mettre au premier plan la lutte contre le communisme. Et on sait très bien qu'en fait, en gros, ces choses-là, il ne faut pas plaisanter avec elles. Quelles sont les fonctions de la fascisation? À quoi elle sert? À quoi elle sert? Parce que les capitalistes ne sont pas des sadiques. Tout au moins, leur motivation principale n'est pas de l'être. C'est pas, ils ne veulent pas faire souffrir les gens pour le plaisir. C'est simplement que leur système est à bout de souffle. Comme il est à bout de souffle historiquement, eh bien, il faut prendre des mesures artificielles pour le maintenir. Et la première des choses, c'est que, alors qu'ils sont confrontés à une baisse sur le long terme du taux de profit, ce que d'ailleurs démontre le livre d'Antoine Wattan que je vous conseille, qui s'appelle « La situation de la classe laborieuse en France », on voit cette baisse du taux de profit moyen, qui n'affecte pas les grands monopoles capitalistes, qui effectivement se réservent la part du lion, mais c'est justement parce qu'ils prennent des mesures artificielles pour ça. Hein. Et donc, ça signifie qu'il faut faire baisser les salaires. Ça signifie qu'il faut faire, et ils le disent, faire baisser le coût du travail. Alors, ça c'est leur langage, en clair, ça veut dire baisser les salaires, baisser les droits sociaux, retarder l'âge de la retraite, diminuer les remboursements maladie, diminuer l'efficacité des services publics, c'est-à-dire de tout ce qui est gratuit pour les travailleurs, ou en tout cas bon marché. Ça veut dire effectivement toutes sortes de mesures de ce genre, et ça veut dire qu'il faut subventionner massivement le capital. Que l'argent public doit servir à, disons, subventionner le capital. Ça veut dire aussi qu'il faut, même la démocratie bourgeoise, la brider de toutes les façons possibles. On vient d'en avoir ici un exemple flagrant avec la contre-réforme des retraites. La masse des gens ne veut pas de cette contre-réforme. Tous les syndicats sont contre. Il y a des manifestations de 3,5 millions de personnes dans toutes les petites villes de France, on voit ça, etc. Eh ben, ça fait rien, on passe en force. Il y a 11 ou 12, je ne sais plus, 49-3 qui se succèdent. Et pour finir, donc, jamais cette réforme n'a été directement votée au Parlement, si bien que le Parlement français, on lui a signifié qu'il comptait pour pain et beurre, et que c'était M. Macron, c'est-à-dire le chef de l'exécutif, qui dirigeait le pouvoir législatif. Que devient la séparation des pouvoirs, chère à Montesquieu, dont on nous dit qu'elle est l'essence de la démocratie bourgeoise? Il n'y en a plus, et c'est en réalité l'exécutif qui dirige le pouvoir législatif. Donc il s'agit de casser tous les pouvoirs intermédiaires, en particulier, effectivement, de casser le pouvoir, disons, les contre-pouvoirs syndicaux. Je crois aussi que c'est important de voir que, comme on l'a dit tout à l'heure, la fascisation sert à préparer la guerre impérialiste, car vous ne préparez pas une guerre sans qu'il y ait une union sacrée et que, par conséquent, on élimine toutes les voies dissidentes, et la chasse aux sorcières est donc indispensable à la préparation de la guerre impérialiste. Et enfin, de toutes les façons possibles et imaginables, à notre époque, effectivement, le capitalisme, la bourgeoisie n'est plus capable de développer sa propre vision du monde progressiste. Elle a liquidé cette vision du monde progressiste et c'est le marxisme qui la porte. Alors, à ce moment-là, que faire? Eh bien, il faut absolument recycler toutes les vieilles idéologies qui traînent dans tous les sens, y compris l'intégrisme religieux. Bon, j'ai parlé du nazisme tout à l'heure et ainsi de suite. On voit ressortir ici des choses qu'on croyait définitivement enterrées ou mises dans la naphtaline. Dernier point, comment combattre cette fascisation? Parce qu'il ne s'agit pas de se désespérer, encore une fois, en disant « Ah là là, c'est la fascisation ». La fascisation, il ne faut pas la prendre comme une force du système. S'il était fort, il n'aurait pas besoin de ça. S'il était fort, il aurait le consentement des masses. Hein, la démocratie bourgeoise commençante avait le consentement des masses. Là, elle ne l'a plus. C'est justement pour ça que, précisément, les capitalistes ont besoin de faire passer leurs mesures en force, en quelque sorte. Alors, la première des choses, me semble-t-il, c'est que nous ne devons pas nous subordonner aux forces bourgeoises traditionnelles sous prétexte de combattre le Front National ou de combattre les autres forces fascistes. Ça marche ensemble. La fascisation de la démocratie bourgeoise et la montée des forces extrémistes, c'est la même chose. C'est une seule et même chose, effectivement. Bon, donc nous devons ici y être très attentifs. Et en particulier, au lieu de faire voter Macron à chaque élection sous prétexte de battre Marine Le Pen,
Hein. Au lieu de croire que, par exemple, Manuel Valls aurait pu être en quoi que ce soit un rempart à la fascisation, ou Sarkozy, on voit au contraire que ce sont des vecteurs de cette fascisation. On voit que les pouvoirs bourgeois et centristes, ce qu'on appelle quelquefois l'extrême centre, se rallient aux thèmes les plus xénophobes, pour finir. Les plus, comment dire, tout ce qui peut diviser la population ouvrière, la population travailleuse, entre immigrés et français, entre hommes et femmes, entre tout ce qu'on voudra, pourvu qu'on divise l'adversaire qu'on a en face, il recourt à tout cela. Bien sûr, il faut être aussi les plus clairs, les plus durs, les plus fermes face à l'extrême droite, d'autant plus que cette extrême droite qui se réclame de la nation, nous le montrons, nous, au PRCF, elle n'est pas patriote, puisqu'elle accepte l'OTAN, elle accepte l'euro, elle accepte l'Union européenne, elle accepte tout. Hein, en fait, en gros, les fascistes se sont toujours servis de la nation, de la patrie, mais ils ont toujours été les premiers à la trahir. Il n'y a qu'à voir ce qu'ont fait les partisans de Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi, bien sûr, refuser la guerre impérialiste, parce que les gens qui disent « je suis antifasciste », mais qui, d'un autre côté, applaudissent à tout rompre les livraisons d'armes à Zelensky, et donc derrière lui, aux milices néo-nazis de ce pays, hein, ou qui voient que l'Ukraine devient en fait un banc d'essai pour toutes les extrêmes droites de l'Europe et qui nous présentent l'Ukraine actuelle comme bon, le fin de la démocratie, c'est pas sérieux, quoi. C'est complètement aberrant. Ils sont dans une position totalement inconséquente. Je pense en particulier aux Verts, qui sans doute sont des antifascistes sincères à l'intérieur de notre pays, mais qui, à l'extérieur, alimentent le contraire même de ce qu'ils prétendent défendre ici. C'est refuser aussi la sociale fascisation. Il faut y faire très attention, parce que nous avons des forces qui se réclament de la gauche et qui, en réalité, flirtent, pour des raisons d'opportunisme, électoral ou autre, avec cette force de fascisation. Lorsqu'on voit des gens, je ne les nommerai pas, on les reconnaîtra, ils se reconnaîtront, qui, lorsque certains syndicats d'extrême droite, de policiers, vont manifester, ce qui est interdit normalement par les lois françaises, sous les murs du Palais Bourbon, hein, et qui ont pour slogan le problème de la police, c'est la justice, qui donc mettent en accusation la justice, alors que normalement la police est quand même au service de la justice. Hein, et que vous avez des gens qui se réclament de la gauche et qui vont à de telles manifestations, ça s'appelle de la social fascisation, même s'ils n'en sont pas conscients. Je ne dis pas qu'ils sont des fascistes, je dis qu'ils prêtent la main à quelque chose qui est complètement dangereux et qui un jour mettra en péril les membres de leur propre parti. Hein. Bon, et enfin, dernière chose, je pense qu'il est indispensable, nous le faisons avec les moyens du bord au PRCF, de combattre le négationnisme historique, c'est-à-dire la négation du rôle des communistes dans la résistance, c'est-à-dire la négation du rôle de l'Union soviétique dans la défaite du Troisième Reich, c'est-à-dire tous ceux qui, d'une certaine façon, aboutit à ce que je disais tout à l'heure, ces deux processus concomitants, qui sont d'une part la criminalisation du communisme, et d'autre part ce qui va de pair avec la réhabilitation du fascisme. Criminaliser le communisme, c'est réhabiliter le fascisme. C'est ça le vecteur, c'est ça le premier étage de la fusée du fascisme et de la fascisation dans toute l'Europe. Donc, quand on veut être sincèrement un antifasciste, il faut se souvenir de la phrase de Bertolt Brecht qui dit « Il est encore fécond le ventre qui a enfanté la bête immonde du fascisme ». Et on oublie de dire que le ventre qui a enfanté la bête immonde du fascisme, eh bien, il s'appelle l'exploitation capitaliste, il s'appelle l'anticommunisme, il s'appelle l'antisoviétisme. Donc, tu veux combattre le fascisme, eh bien, ne fais pas droit à l'anticommunisme, à l'antisoviétisme et à toutes ces idéologies négationnistes. Voilà. Et d'ailleurs, Brecht disait aussi que, il me semble, si je ne me trompe pas, que le fascisme était la poursuite du capitalisme en temps de crise, quoi. Voilà, bah c'est la poursuite du capitalisme. En gros, c'est la phrase de Clausewitz qui dit que la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Eh bien, le fascisme, c'est le prolongement de l'exploitation capitaliste. Lorsqu'elle est rejetée par les masses, c'est qu'il faut absolument la poursuivre par les moyens de la violence. Ou on peut prendre une autre formule qui vient de Gramsci, du théoricien Gramsci, Gramsci qui expliquait qu'effectivement, en gros, l'hégémonie d'une classe sociale, c'est bon, l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire le consentement des masses, matelassé, disait-il, de coercition, matelassé par l'appareil d'État, par la dictature.
Lorsqu'il n'y a plus de consentement, il ne reste plus que la dictature. Et là, ça s'appelle la fascisation allant jusqu'à son terme, c'est-à-dire le jour venu, le fascisme. Est-ce que tu as des conseils de livres sur ce sujet-là? Alors, très rapidement, alors j'ai pas vraiment beaucoup travaillé là-dessus, j'aurais dû y réfléchir plus. Je pense qu'il faudra d'abord lire le texte des conférences nationales du PRCF sur ce sujet, parce qu'il a beaucoup travaillé sur ces questions. Il faut s'abonner au petit journal du Comité internationaliste pour la solidarité de classe, qui dès les années 90 avertissait déjà en disant attention, la criminalisation du communisme qu'on voit dans les pays de l'Est, lorsque par exemple les communistes allemands étaient persécutés en Allemagne de l'Ouest, va produire la fascisation de l'Europe. Et il faut lire, justement j'en parlais, Bertolt Brecht. Par exemple, la pièce de Bertolt Brecht, La résistible ascension d'Arturo Huy, qui parle bien de la façon dont on peut combattre le fascisme et la fascisation. Il y a aussi peut-être deux textes. Le texte de Georges Dimitrov, le rapport de Dimitrov au 7e congrès de l'Internationale communiste, il porte en plein là-dessus, et un texte de Georges Politzer, philosophe français, qui s'intitule Révolution et contre-révolution au XXe siècle, et qui est une critique de l'idéologie nazie, en particulier qui est une critique du théoricien nazi Rosenberg. Très bien. Eh bien, merci pour cette vidéo très importante dans le contexte actuel. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour parler des marxistes et de l'État. Donc voilà, quelle est la conception de l'État dans le marxisme. Merci pour votre écoute, abonnez-vous, partagez la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.